Bonjour à tous. Judge Andrew Napolitano ici pour Judging Freedom. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 août 2025. Scott Ritter sera avec nous dans un instant pour parler des limites éventuelles à la patience du président Poutine et de la dernière tragédie à Gaza. Scotty, bienvenue à toi mon cher ami. Je veux consacrer pas mal de temps aux derniers développements, certains plutôt dramatiques, impliquant l'Iran. Mais avant d'en venir à la patience du président Poutine, ce matin, le régime Netanyahou, qui utilise l'intelligence artificielle américaine, comme tu l'as souligné, pour cibler ses victimes, a visé un hôpital dans le sud de Gaza. Il l'a frappé 2 fois, et ce faisant, il a tué non seulement des patients, des passants et des soignants, mais aussi des journalistes. La deuxième frappe a visé précisément l'endroit où les journalistes se rassemblent pour capter le Wi-Fi du système hospitalier. Avant que tu répondes, regardons cet extrait, numéro 10. Cela s'est produit vers 10 heures ce matin. Pour donner un peu de contexte à notre public, l'hôpital Nasser est le plus grand, le seul hôpital fonctionnel du Sud. La partie de l'hôpital touchée est un escalier. La raison pour laquelle cet escalier a été ciblé est très claire. C'est là que depuis le début de la guerre, les journalistes se regroupent pour capter le signal Wi-Fi. Nous avons vu des vidéos, ils les ont postées sur les réseaux sociaux. Notre équipe, qui travaillait juste à côté de cet escalier, partageait des vidéos d'eux, levant leur téléphone vers le ciel, regroupés autour de leurs ordinateurs portables, au beau milieu de la nuit. Depuis le début de cette guerre, les journalistes déplacés se sont réfugiés dans les hôpitaux pour utiliser les ressources. Wi-Fi, électricité, eau. Donc cet escalier, ce matin, des journalistes s'y trouvaient quand il a été frappé vers 10 heures. Et comme Jonathan l'a expliqué, quelques minutes plus tard, alors que les premiers secours accouraient et que d'autres journalistes venaient couvrir la frappe, un autre drone a frappé exactement le même endroit. Mika, nous avons des mises à jour sur les chiffres que tu as lus. Comme Jonathan l'a dit, c'est une histoire qui évolue rapidement. Il y a maintenant au moins 20 morts, dont 5 journalistes. L'Associated Press, Reuters et Al Jazeera ont confirmé qu'au moins 3 de ces journalistes travaillaient pour eux. Cela porte à 245 le nombre total de journalistes et travailleurs des médias tués à Gaza depuis le 7 octobre. Ce sont nos collègues, nos pairs, qui ont été tués au cours des 22 derniers mois. Alors que dis-tu de tout ça? La vérité vous rendra libre. Et c'est bien là le problème. Les journalistes, les bons journalistes, sont là pour recueillir la vérité sur le terrain et la partager avec un large public afin que les gens aient une compréhension plus réelle de ce qui se passe. Israël est l'anti-vérité. C'est l'opposé de la vérité. Ils veulent nous enfermer dans leurs mensonges. Et ils considèrent les journalistes comme une menace existentielle pour le bien-être d'Israël, parce que ces derniers exposent de plus en plus les crimes d'Israël, la duplicité des Israéliens, le comportement absolument abominable de toutes les composantes de l'État israélien, le gouvernement, l'armée, la société. Et ils révèlent aussi la tragédie du génocide en cours à Gaza. La famine, le ciblage délibéré des enfants, des femmes, des innocents. La vérité vous rendra libre. Donc, le travail d'Israël est de supprimer la vérité en tuant la vérité. Et c'est ce qu'ils font chaque fois qu'ils ciblent un journaliste. Voici maintenant le reportage de MSNBC, Mika Brzezinski, sur la réponse de l'armée israélienne. Et avant de le lancer, rappelons, comme tu viens de le dire, que les Israéliens ont assassiné plus de 250 journalistes. Chris, extrait numéro 11. Les forces de défense israéliennes ont réagi aux informations en annonçant une enquête préliminaire dès que possible. Elles ajoutent « Tsahal regrette tout dommage causé à des personnes non impliquées et ne cible pas les journalistes. Ainsi, Tsahal agit pour limiter autant que possible les dommages aux personnes non impliquées tout en assurant la sécurité de ses troupes. » Comment a-t-elle pu lire ça sans sourciller? D'abord, qu'elle cesse de lire les communiqués israéliens. Ils mentent. Le gouvernement israélien, l'armée israélienne, à peu près tous les aspects de la société officielle israélienne sont des menteurs nés. Ils ne peuvent pas dire la vérité sur quoi que ce soit, car dire la vérité sur ce qui se passe, c'est révéler qu'Israël est une manifestation vivante de crimes de guerre, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui.
Israël ne peut pas embrasser la vérité, car la vérité le condamnerait. Nous devons cesser de traiter les Israéliens comme une source d'information légitime. Nous devons commencer à les traiter comme nous traiterions les régimes les plus horribles de l'histoire. Est-ce que nous lirions les paroles de Goebbels? Est-ce que nous écouterions les nazis lorsqu'ils justifiaient Auschwitz? Quand ils disaient « Non, les trains étaient simplement à l'heure, nous venons nourrir ces gens, c'est une désinfection. » Non, nous ne les lirions pas parce que nous ne voudrions pas leur donner de crédibilité. Pourtant, elle lit un communiqué de l'armée israélienne qui excuse un massacre en prétendant que c'était une erreur. Aucune erreur n'a été commise. Ce sont des drones. Ces frappes sont guidées vers leur cible par des opérateurs de drones, supervisés par des officiers israéliens. Ils obéissent aux ordres donnés par leur commandement supérieur. Tuer des journalistes. Ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est tout simplement ridicule. Nous devons arrêter de légitimer Israël. Nous devons commencer à les dénoncer sous toutes les formes possibles, comme les praticiens du génocide qu'ils sont. Et je m'excuse de perdre mon sang-froid. Mais je veux dire, Non, non. Tu n'as pas à t'excuser. Ta colère est juste. La seule chose que j'ajouterais, ce sont ces types louches liés à Palantir, de Peter Thiel. C'est une intelligence artificielle américaine qu'ils ont utilisée pour cibler. Et ils ciblent, presque littéralement, les cheveux sur la tête des gens. Ils savent exactement qui ils visent. à 100%. La complicité des États-Unis dans ces crimes est totale. Tu sais, je viens de passer une semaine en Russie, à parler avec certaines personnes, y compris des Russes qui ont été piégés par les forces de l'ordre américaines, avec de fausses accusations, puis emprisonnés pour conspiration. Tu vois, ils n'ont pas commis de crime, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont été accusés de conspiration. Mon Dieu, si nous devions utiliser la conspiration comme norme de condamnation, les États-Unis seraient coupables, de haut en bas, d'une conspiration visant à commettre un génocide. Tout cela à cause de la façon dont nous travaillons, dont nous collaborons étroitement avec le gouvernement israélien dans tous ses aspects. Tu n'as qu'à regarder Fox News, MSNBC. Regarde combien de représentants du gouvernement israélien, anciens militaires, anciens des services de renseignement, se sont insinués dans le tissu même média américain grand public. Ils ne sont pas là pour un travail honnête, désolé de le dire. Ils sont là pour promouvoir les politiques du gouvernement israélien. Ils le font depuis le premier jour. Nous sommes complices, en tant que société, de la mort de ces journalistes et de ces civils. Nous les avons assassinés, pas seulement les Israéliens. Tu sais ce qui est si bouleversant? Peu importe les sottises de Netanyahou, disant que c'est une diffamation de sang. Ce n'est pas une diffamation. La vérité est une défense. Et la vérité, c'est que Donald Trump ne voit pas ça. Donald Trump pourrait y mettre fin, comme Max Blumenthal l'a dit, et comme toi tu l'as répété 100 fois, d'un simple coup de téléphone. Un coup de téléphone. Un coup de téléphone. Le président des États-Unis pourrait faire ce qu'il faut. Et tu sais, il ne passe pas ce coup de téléphone pour des raisons politiques. Et je dois te dire, je comprends la politique. Je ne suis clairement pas un politicien, mais je comprends. Il faut surveiller ce que tu dis, être prudent avec tes mots, mesurer tes paroles. Mais si tu fais de la politique pendant que des gens meurent, tu es un lâche. Un lâche méprisable. Et si tu es un Américain qui garde le silence, alors que des gens meurent, à cause de ce que fait l'Amérique, tu n'es pas vraiment un Américain. Alors je sais que cet homme s'est enveloppé dans le slogan « Make America Great Again ». Mais si rendre l'Amérique grande à nouveau signifie rester silencieux pendant que notre gouvernement est complice du massacre des Palestiniens, ce n'est pas une Amérique dont je veux faire partie. Je crois que l'Amérique vaut mieux que ça. Mais nous sommes en train de la rabaisser. Je ne sais même pas qui est l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies en ce moment. J'imagine que nous n'en avons pas, pour le moment. Mais qui que ce soit, on lui dira de mettre son veto au texte suivant. Chris, extrait numéro 8. C'est une famine. La famine de Gaza. C'est une famine que nous aurions pu empêcher si nous en avions eu le droit. Pourtant, la nourriture s'accumule aux frontières à cause des blocages systématiques d'Israël.
C'est une famine à quelques centaines de mètres de la nourriture dans une terre fertile qui force un parent à choisir quel enfant nourrir, qui force les gens à risquer leur vie pour trouver à manger. C'est une famine dont nous avons prévenu à plusieurs reprises, mais que les médias internationaux n'ont pas eu le droit de couvrir ni de constater. C'est une famine en 2025. Une famine du 21e siècle, surveillée par des drones et par la technologie militaire la plus avancée de l'histoire. C'est une famine ouvertement promue par certains dirigeants israéliens comme une arme de guerre. Tout le monde en porte la responsabilité. La famine de Gaza est la famine du monde. C'est une famine qui demande « Mais qu'as-tu fait ?» Une famine causée par la cruauté, justifiée par la vengeance, permise par l'indifférence et entretenue par la complicité. C'est une famine qui donc demande aussi « Et maintenant, que vas-tu faire ?» Au Premier ministre Netanyahou et à quiconque peut le joindre. Assez. Cessez le feu. Ouvrez les points de passage nord et sud. Tous. Laissez-nous faire entrer nourriture et autres fournitures sans entrave. Mettez fin aux représailles. C'est trop tard pour beaucoup trop de gens, mais pas pour tout le monde à Gaza. Assez. Pour l'amour de l'humanité, laissez-nous entrer. C'est difficile de répondre à cela. C'est si profond, si émouvant. Est-ce que l'Iran se prépare à une nouvelle guerre avec Israël? L'Iran est prêt pour une nouvelle guerre avec Israël. Dire qu'il se prépare à une nouvelle guerre avec Israël, c'est laisser entendre que l'Iran est celui qui cause le problème. Tu sais, Israël l'a clairement dit, et Donald Trump aussi, cette guerre n'est pas terminée. Et il se retrouve maintenant face à la réalité qu'il n'y aura pas de reddition de l'Iran. Que l'Iran ne pliera pas le genou. Que l'Iran ne continuera pas à jouer le même jeu qui a conduit à la duplicité des États-Unis et d'Israël, menant une attaque surprise contre l'Iran, assassinant les négociateurs, alors qu'ils se préparaient à des discussions que le président Trump avait promis non seulement d'organiser, mais qui pouvaient mettre fin à cette crise. L'Iran ne fera plus jamais confiance à l'Occident. Et donc, l'Iran croira Israël et croira les États-Unis lorsqu'ils disent qu'ils répondront. Alors, l'Iran construit la capacité d'être absolument dévastateur dans sa réponse à toute attaque. Les États-Unis évacuent les bases au Moyen-Orient parce qu'ils comprennent. La prochaine fois, l'Iran ne donnera pas d'appel de courtoisie. La prochaine fois que l'Iran frappera, il frappera pour tuer. Et Israël ferait bien de le comprendre, car l'Iran a désormais publié des preuves de l'existence de nouvelles armes qui, non seulement submergeront leur système de défense antimissiles, mais détruiront de façon décisive ce qu'elles toucheront au sol. L'Iran se prépare à faire cela. Est-ce que l'Iran veut le faire? Absolument pas. L'Iran ne commencera pas ce combat. Mais sois certain que si ce combat a lieu, l'Iran le terminera à ses propres conditions. Et maintenant, changement de sujet vers l'Ukraine. En une semaine, le président Trump a autorisé les Iraniens à tirer des milliers, je veux que tu me dises ce qui est, dans une minute. Et il a aussi dit ceci, Chris, écran plein. Il est très difficile, voire impossible, de gagner une guerre sans attaquer le pays de l'envahisseur. C'est comme une grande équipe dans le sport qui a une défense fantastique mais à qui l'on interdit de jouer en attaque. Il n'y a aucune chance de gagner. C'est pareil avec l'Ukraine et la Russie. Corrompus et grossièrement incompétents. Joe Biden ne laisserait pas l'Ukraine riposter, seulement se défendre. Comment ça a fonctionné, hein? Quoi qu'il en soit, cette guerre n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Zéro chance. Temps intéressant à venir. Président DJT. Ça ressemble à l'homme qui veut remporter le prix Nobel de la paix, l'homme qui a chaleureusement embrassé Vladimir Poutine à Anchorage, qui a envoyé une image de rapprochement et de démantèlement des barrières établies par l'administration Biden. Et cet homme-là veut maintenant intensifier la guerre par procuration de l'Amérique contre la Russie. Oui, je veux dire, c'est un langage difficile, mais laissez-moi essayer l'impossible et expliquer Donald Trump. N'oublions pas que Donald Trump est parfaitement conscient d'une certaine réalité. Cette réalité est la suivante. Si des frappes stratégiques dans la profondeur de la Russie sont menées par des puissances non nucléaires, agissant au nom ou sous l'autorité de puissances nucléaires, la Russie traitera cette attaque comme si elle venait de la puissance nucléaire. C'est la doctrine nucléaire russe,
celle qui a été promulguée l'année dernière en novembre. À ce moment-là, la CIA, en lisant cette doctrine nucléaire et en considérant le fait que Joe Biden s'apprêtait à donner l'autorisation aux Ukrainiens d'utiliser des missiles ATACMS fournis par les Américains pour frapper dans la profondeur stratégique de la Russie, la CIA a déclaré qu'il y avait plus de 50% de chances qu'une guerre nucléaire éclate avant la fin de l'année. C'est la CIA. Ce n'est pas Scott Ritter qui dit « Vous savez, le ciel tombe, le ciel tombe ». C'est la CIA qui donne une évaluation froide. Si nous permettons à l'Ukraine de frapper la Russie stratégiquement avec des armes fournies par les Américains, la Russie pourrait très bien utiliser des armes nucléaires en réponse. Cela a conduit Donald Trump à faire une déclaration début décembre. Quand je serai président, je ne laisserai pas cette politique continuer. Parce qu'il comprend les ramifications, il connaît les risques. Et donc, je dois croire que cette même base de connaissances existe. Il est sous pression en ce moment parce que l'Ukraine se fait battre. Chaque mensonge que Donald Trump a été obligé de répéter, parce que, encore une fois, il n'est pas à l'origine de ces données. On lui fournit ces données sur le nombre de victimes russes. Vous savez, avec de petites pertes ukrainiennes, c'est avéré être un mensonge. Nous savons maintenant que l'Ukraine a subi 1 700 000 morts et disparus. 625 000 morts et disparus cette année seulement. Cela fait 90 000 par mois. 90 000 par mois. Ukrainiens morts et disparus. Nous savons que c'est le cas. L'Ukraine ne peut pas les remplacer. La Russie les écrase et le président essaie de créer les conditions pour une sorte de, vous savez, fin de ce conflit. Mais pour ce faire, il doit être perçu comme ne pas abandonner l'Ukraine. Alors il publie cette déclaration abominable, aussi stupide que possible. Et ensuite, il la soutient en disant que les États-Unis, dans 6 semaines, je crois, vont vendre à l'Ukraine 3600 et quelques missiles ARAM. Le missile ARAM. Le missile ARAM est un missile spécifiquement conçu, Extended Range Attack Munition, je crois, conçu par l'US Air Force en 2023-2024 pour l'Ukraine. C'est censé être un système précis pouvant être délivré par les avions disponibles aux Ukrainiens, offrant jusqu'à 700 km de portée pour frapper le territoire russe et rétablir l'équilibre. Le problème, c'est que il a été conçu en 2023-2024, mais il faudrait 2 ans pour le mettre en production. Mon Dieu, nous sommes en 2025. Donc, ils n'ont même pas commencé la production en série de cette munition. Si, quand ils le feront, la capacité maximale de production soutenue pour les ARAM est de 1000 missiles par an. Maintenant, on parle de 6 semaines à partir de maintenant. Si la production en série commence aujourd'hui, combien pourrons-nous livrer? 10-15 missiles à l'Ukraine? Et voici le hic. Ils ne peuvent pas les utiliser parce que les États-Unis doivent approuver les cibles. Donc Trump sait que si les Ukrainiens utilisent un ARAM contre la Russie, les Russes sauront que nous avons ciblé. Par conséquent, nous sommes devenus directement impliqués dans ce conflit. Nous sommes participants directs dans ce conflit. Et c'est la fin de tout traité de paix. C'est juste de la stupidité de la part du président qui ne permettra jamais l'utilisation de ces armes parce qu'il ne peut pas les laisser être utilisées. Il sait ce qui se passera. Il y avait 50% de chances de guerre nucléaire l'année dernière. J'imagine que les probabilités ont même augmenté compte tenu des enjeux. C'est juste de la posture politique de l'homme le plus stupide du monde. Et je ne peux pas... Je suis là, essayant de travailler avec cet homme pour mettre fin à ce conflit, pour améliorer les relations, pour instaurer, vous savez, le rôle des armements nucléaires. Et il dit les bonnes choses sur le potentiel de cela. Mais ensuite, il fait quelque chose comme ça. Merci à Vladimir Poutine d'être un homme très intelligent et très patient. Il ne mordra pas à l'hameçon. Cela ne va tout simplement pas se produire. Cela ne peut pas se produire. Nous n'avons pas la capacité de mener cela à bien. Et même si nous leur fournissions ces armes, ils ne pourraient pas les utiliser comme ils le souhaitent. Car cela nous impliquerait dans une guerre qui deviendrait très probablement nucléaire. On se demande alors, Général Kellogg, secrétaire Rubio, secrétaire Hegseth, savent-ils ce qui se passe? Lui fournissent-ils ces absurdités? L'encouragent-ils à dire toutes ces choses?
il y a Kellogg. Il pensait être hors jeu, mais il est juste là, de l'autre côté de Trump. On ne voit pas sur cette photo Zelensky. Donc c'était un rassemblement très important dans le bureau ovale. C'est Kellogg? Oui, c'est Kellogg. C'est Rubio, pas tellement Exet. Bien que ce soit un système développé, et Exet va jouer le jeu économique. Comme je l'ai dit avant, Haig, il est officier opération bataillon, opérant plusieurs grades au-dessus de ce qu'il devrait être. Il n'est pas qualifié pour être secrétaire à la défense. Et c'est une des raisons pourquoi. C'est le genre de choses que vous mettez en veto. C'est le genre de choses que vous dites « hell no ». Mais vous avez Marco Rubio qui ne veut pas que cette politique réussisse. Et j'espère que le président comprend que Rubio n'est pas son ami, pas son allié. Rubio est son ennemi. Et Rubio est soutenu par Keith Kellogg, qui est l'antithèse de tout règlement. C'est un homme qui a embrassé à 100% le récit ukrainien. Il ne, vous savez, minimise rien de ce que disent les Russes. Lui, c'est lui qui pollue l'esprit du président Trump avec les absurdités sur les pertes. Et c'est lui qui a poussé la solution du missile Aram. C'est quelque chose que Zelensky a demandé. C'est pour apaiser Zelensky. Ils ont donné une médaille à Kellogg. Il est monté hier lors de la journée nationale ukrainienne et a reçu une médaille du président ukrainien. Pourquoi? Nous connaissons maintenant la réponse. Les Russes ont-ils détruit des missiles terroristes allemands ce week-end? Et le président Poutine a-t-il plus ou moins dit au chancelier Merz, ça suffit pas. Tu veux que Berlin ressemble à ce qu'elle était après la Seconde Guerre mondiale? Continue comme ça. Eh bien, je pense que Mathiev aurait pu dire cela. Bon, je m'emporte un peu. Je m'excuse. Poutine est bien plus, vous savez, mature. Et il ne dit pas des choses comme ça. Il ne lance pas de menaces en l'air. Ce que les Russes savent très bien faire, c'est laisser les actions parler d'elles-mêmes. Et ce que nous avons vu au cours de la semaine dernière, c'est que la Russie a commencé le ciblage et la destruction délibérée, pas juste un signal. Dans le passé, ils envoyaient un missile de croisière ici ou là pour faire exploser un atelier, vous savez, juste pour envoyer un signal. Nous savons ce qui se passe. Maintenant, ils arrivent et rasent des installations. Ils ont rasé une installation électronique fabriquée aux États-Unis, Flex. Ils ont détruit l'installation construite par les Allemands pour produire des missiles longue portée, y compris des analogues du Taurus. Et ils montrent que leur renseignement est impeccable, ce qui signifie qu'ils peuvent suivre le matériel entrant en Ukraine et le cibler avant qu'il ne devienne opérationnel. Et cela devrait être une leçon pour quiconque parle de l'ERAM. Il ne sera jamais utilisé. Ils vont se présenter dans les aérodromes de l'ouest de l'Ukraine et les Russes déploieront les systèmes d'armes nécessaires pour les neutraliser. Les Russes, vous savez, ils produisent, apparemment ils ont beaucoup de machines à laver parce qu'apparemment ils ont besoin de ces puces pour faire fonctionner leurs missiles. Mais leur production de missiles est en forte hausse. Au début de la guerre, vous savez, ils répartissaient, un Kinsol ici, un Kinsol là, un Zircon, mais ils ne voulaient pas utiliser ces armes parce qu'ils n'en avaient pas beaucoup. Il faut toujours en garder en réserve au cas où l'alerte monte avec le temps. Maintenant, ils mettent 6 Kins dans une seule usine pour la raser. Pourquoi? Parce que l'industrie de la défense les produit comme des bonbons. Donc je pense, vous savez que ce jeu est terminé. Les Russes, vous savez, il y a peu de temps, ils ont respecté la journée nationale ukrainienne. Pas une seule attaque. Respect total là-bas, vous savez. Et pendant ce temps, l'Ukraine a frappé des capacités de raffinage russes en dehors de Leningrad et ailleurs. Vous pensez vraiment que ce soir sera calme en Ukraine? Vous pensez que cette semaine sera calme en Ukraine? L'Ukraine va de nouveau être écrasée, uniquement des cibles militaires et tout ça. Mais les Russes ne jouent pas en ce moment. Ils sont en train d'effondrer l'armée ukrainienne sur le terrain et ils vont effondrer l'industrie de défense militaire de l'Ukraine. Ils vont montrer clairement à l'Europe qu'aucune somme d'argent fournie ne produira rien de significatif, que chaque dollar, chaque euro dépensé en Ukraine sera détruit. Et ce n'est pas un moment où l'économie allemande, à cause des politiques du gouvernement allemand, est au bord de l'effondrement absolu.
Vous avez une compréhension de la mentalité russe aussi grande que n'importe quel Américain que je connaisse. Et c'est grâce à vos recherches, dont beaucoup ont été faites en Russie, en interagissant avec les Russes. Que pense le Kremlin de ce que Trump mijote? Veut-il vraiment la Avant de paix? poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton Rejoindre, juste à côté du bouton S'abonner, ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien, et maintenant, place à la suite de notre vidéo. À ma connaissance, et encore une fois, c'est que mon avis, les Russes croient sincèrement que Donald Trump cherche une issue de sortie. Et laissé à lui-même, il aurait définitivement, nous serions déjà sortis de ce conflit. Ils ont également reconnu, et ils l'ont répété encore et encore, les obstacles auxquels il fait face. Les Russes comprennent qu'il fait face non seulement à l'opposition, dans le parti adverse, mais même au sein de son propre parti, au Congrès, des personnes qui ont adhéré à ce conflit, des personnes qui ont adopté le récit selon lequel l'Ukraine est bonne, la Russie est mauvaise. Donald Trump combat des décennies de russophobie, l'infection de l'esprit américain pour que nous soyons programmés à accepter toute critique négative de la Russie sans discernement. Nous sommes incapables de traiter toute information positive ou la réalité russe. Ils comprennent que les institutions académiques aux États-Unis sont profondément corrompues. Quand vous avez Hillary Clinton et Victoria Nuland qui enseignent les études russes à Columbia, quand vous avez Michael McFaul qui pollue l'esprit des diplômés de Stanford, vous savez, vous ne pouvez pas avoir de base académique solide sur lesquelles construire. Vous savez, des résultats positifs. Ils savent que même au sein du cercle intime de Donald Trump, des personnes censées le soutenir ne le soutiennent pas. Marco Rubio n'est pas un partisan de ces politiques. Keith Kellogg le sabote. Pegasus est trop stupide pour survivre. Quand il s'agit de la Russie, il ne sait pas ce qu'il fait. Steve Witt est un lieutenant loyal. Vous savez, il n'est pas l'initiateur de la politique. Son rôle est de prendre les désirs du président et de les appliquer en Russie. Mais vous savez, il n'est pas là pour articuler une pensée originale sur la Russie parce qu'il en est incapable. En fait, dès que vous entrez dans les détails, les nuances concernant la Russie, Witt s'effondre, car il ne connaît rien à la Russie. Ce président est mal servi par son administration, par l'establishment, par le peuple américain. Mais le gouvernement russe a encore foi en Donald Trump qu'il respecte. Ils sont prêts à tolérer n'importe quelle absurdité, parce qu'ils comprennent la réalité politique dans laquelle il évolue. Ils croient qu'il veut trouver une voie vers la paix. Et c'est pourquoi ils continuent de supporter ces absurdités. C'est pourquoi ils continuent d'être patients, parce que sinon, ils pourraient simplement se déconnecter. Je vais vous épargner les dernières déclarations de Lindsey Graham, mais je ne peux pas vous épargner les dernières de Macron. Je ne sais pas si vous avez vu cela, mais si c'est l'attitude des dirigeants russes, excusez-moi, des dirigeants européens vis-à-vis de la Russie, la Seconde Guerre mondiale est au coin de la rue. Alors, un pays qui investit 40% de son budget dans ce type d'équipement, qui a mobilisé une armée de plus d'1,3 million hommes, il ne reviendra pas à un état de paix et à un système démocratique ouvert du jour au lendemain. Ne soyons pas naïfs, et donc même pour sa propre survie, il doit continuer à se nourrir. C'est tout. Donc c'est un prédateur. C'est un ogre à notre porte. Je ne dis pas que la France sera attaquée dès demain, mais quand même, c'est une menace pour les Européens. Nous ne devons pas être naïfs. Et je dis cela avec un immense respect pour le peuple russe, pour ce pays, sa grande histoire, sa tradition et ses dirigeants. Mais c'est là où nous en sommes. Nous ne devons pas être naïfs. Je dois dire, juge, quand je suis allé en Russie en décembre 2023, janvier 2024, et que je suis allé dans le Donbass,
Et moi, je suis allé visiter. Je n'ai pas pu atteindre les lignes de front. Ils ne m'auraient laissé nulle part. Ils ne vont pas laisser un Américain de 64 ans, vous savez, mourir. Mais j'ai pu interviewer les soldats et certains généraux en arrière des lignes et parler avec eux. Ils m'ont donné cet insigne à porter sur mon manteau, et c'est un orque. Vous savez, c'est un orque parce que les Ukrainiens les appellent orques, et nous venons d'entendre Macron les appeler ogres. Les Russes, ils ne sont plus insultés par ce type de stupidité. D'abord, ils ne prennent pas Macronon au sérieux du tout. C'est une non-entité, un non-facteur. Qu'est-ce que la France apporte à la table? Rien. Aucune force militaire notable. La France est nulle. Si les tendances politiques continuent, Macronon ne sera pas président très longtemps. Il y aura un nouveau parti en place qui inversera la tendance. Donc c'est Macron qui est juste stupide. Mais le problème triste, c'est les mots que Macron a utilisés sont des mots qui auraient facilement pu être prononcés par n'importe quel membre de l'élite politique et économique européenne. C'est une infection de l'esprit des Européens. C'est le danger de la russophobie ici en Amérique, parce que ce que nous voyons, c'est la russophobie à l'extrême, à l'extrémité du spectre. Voilà ce qui arrive quand on est infecté par la russophobie. On commence à parler de cette manière. C'est tellement déconnecté de la réalité, tellement éloigné de la réalité russe et de ce qu'est la politique russe et de ce que veulent les Russes. Il ignore l'histoire. Pourquoi y a-t-il 1 300 000 soldats en Russie? Parce que l'OTAN s'est étendue à la Finlande et à la Suède, obligeant la Russie à faire des choses comme, vous savez, mettre 70 000 hommes autour de Saint-Pétersbourg pour se protéger contre, vous savez, les troupes de l'OTAN venant de Finlande pour renforcer la force de la péninsule de Kola. Vous savez, la Russie ne voulait pas faire cela. La Russie ne cherchait pas à étendre son armée, mais elle n'a pas le choix quand l'OTAN s'étend jusqu'à ses frontières. Quand l'OTAN fournit des centaines de milliards de dollars d'équipements militaires pour permettre à l'armée ukrainienne de monter jusqu'à 800 000 hommes. La Russie a une armée de 1 300 000. C'est pour tout couvrir. Et les Russes envoient au diable 800 000 soldats ukrainiens formés et équipés par l'OTAN en Ukraine. Macron est littéralement un imbécile. Je m'excuse. Je ne devrais pas utiliser ce genre de mots. Ma femme se fâche très fort contre moi. Mais non, c'est insultant pour les Russes, ce qu'il a dit. Mais la bonne nouvelle, c'est les Russes ont un sens de l'humour incroyable. Comme je l'ai dit, la réponse sera simplement de porter davantage de ces insignes. Scotty, tu es le meilleur. Merci beaucoup mon cher ami. S'il te plaît, ne t'excuse pas pour tes mots ou ta colère. Je suis sûr que Madame Ritter y est habituée maintenant. Comme nous. Merci mon cher ami, nous avons hâte de te revoir la semaine prochaine. Tout le meilleur.